Les 100 jours de la guerre en Ukraine, des streamers français invités par Emmanuel Macron ou encore donc les coulisses de mon interview de Bill Gates. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et ensemble on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et avant de commencer avec les actus, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là et je vais pas vous raconter ma vie pendant longtemps, mais tout de même je voulais revenir très rapidement sur les coulisses de mon interview de Bill Gates, que ça a forcément fait beaucoup réagir. Vous avez eu beaucoup de questions que j'ai pu voir depuis quelques heures. En effet, pour ceux qui n'ont rien suivi, j'ai donc publié hier sur ma chaîne YouTube principale, que je vous mets en description, une interview de Bill Gates. Et dit comme ça, j'avoue, ça fait assez bizarre. Bill Gates, pas trop besoin de le présenter, je pense, mais c'est donc le fondateur de Microsoft, l'un des hommes les plus riches de la planète. Aujourd'hui, il est connu notamment pour le travail avec sa fondation. Forcément, beaucoup de questions sont apparues. Je trouve ça cool de prendre quelques instants pour y répondre. Et notamment cette première question, Jack, comment est-ce qu'on a fait pour obtenir, disons, une interview pareille? Là-dessus, c'est plus classique que ce qu'on peut imaginer. En l'occurrence, moi, Bill Gates, ça faisait partie de ces personnalités-là que je trouvais intéressante et où je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose en matière d'interview à aller faire, parce que c'est quelqu'un qui, de fait de sa position, a un poids quand même considérable aujourd'hui sur la société et sur le monde. Par ailleurs, il a une vision sur certains sujets. Bref, c'était intéressant d'avoir des vraies discussions et débats sur ces sujets-là. Et donc, en l'occurrence, on avait contacté son équipe. Il s'avère qu'il y a quelques semaines, il était de passage à Paris pendant très peu de temps, mais donc il a quand même accepté de faire cette interview sur ce temps-là. C'est près de 24 heures où il était présent à Paris. Je crois qu'il a fait aussi en même temps, enfin la même journée, il y avait le JT de 20h, je crois, de France 2 et le Figaro, il me semble aussi. Mais donc voilà, c'est une chance énorme qu'il ait accepté de faire cette interview sur la chaîne. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté? Je pense qu'en fait, il est bien conscient que ceux qui regardent ma chaîne aujourd'hui, c'est pas les mêmes personnes que ceux qui regardent forcément le JT de 20h ou je ne sais quoi. Et donc forcément, c'est un intérêt pour eux. Et donc forcément, on a une position différente et je pense que c'était la même chose. C'est ce qui a fait que, par exemple, la quasi-totalité des candidats à la présidentielle, mais même, je sais pas, des acteurs ou des sportifs ou autres qu'on a pu interviewer ces derniers jours, ils sont venus. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que ces derniers jours, on a pu avoir des interviews comme Thomas Pesquet, Ed Sheeran, François Hollande, des sportifs aussi en tout genre. Je pense que toutes ces personnes-là sont bien conscientes aujourd'hui que dans les formats qu'on a et dans où on est et à qui on parle aussi, c'est pas la même chose que d'autres médias plus traditionnels. Alors il y a aussi eu beaucoup de questions sur l'organisation le jour J. Forcément, c'est très impressionnant. En gros, faut savoir que moi j'ai mes propres bureaux à Paris. Je sors dans quelques jours une vidéo qui montrera tout ça avec mon équipe, et dans nos bureaux on a un studio et c'est dans ce studio là du coup qu'on a fait cette vidéo. Pourquoi est-ce que c'est assez impressionnant? Parce que déjà il y a de la sécurité qui arrive avant lui son passage ici, qui arrive dans les jours précédents pour vérifier que tout est bon, qu'il n'y a pas de risque particulier ou quoi que ce soit. Et puis le jour J, même chose, il y a forcément un dispositif assez important, disons, surtout que forcément c'est un agenda qui est chronométré. Il me semble qu'il allait à l'Elysée juste après, enfin bref, c'est forcément quelque chose d'assez chronométré. Et voilà quoi, après on a pu faire l'interview, ça s'est bien passé. Il y avait un tout petit bug de son au début, juste avant du coup qu'on débute le tournage. Donc gros coup de pression à ce moment-là, parce que c'était jamais arrivé sur aucune des interviews, notamment des candidats qu'on avait fait ou même en général. Fallait que ça tombe sur cette interview-là. Heureusement, ça a été résolu assez rapidement. Mais voilà, après on a pu faire l'interview. Et forcément de mon côté, il y avait quand même une dose de stress. Mais je pense que j'ai eu la chance du coup d'avoir quand même fait les interviews des candidats à la présidentielle dans les mois précédents. Donc ça m'avait aussi un peu rodé, j'ai envie de dire, d'une certaine façon au format et tout, et ça a pu m'aider clairement pour cette interview là. Bon, enfin, l'une des dernières questions avant de passer aux actus, c'est la question du choix des sujets sur une telle interview, sachant qu'on avait une vingtaine de minutes. Forcément, voilà, un choix qui est pas facile à faire parce que il y a des sujets que je juge nécessaires. La question de la pandémie, c'est dans l'actualité, ça me semble assez pertinent quand même de la poser parce qu'il s'est beaucoup positionné quand même sur ce sujet là, donc il y a quand même beaucoup de questions à lui poser. Les questions environnementales aussi, je pense que c'est un enjeu qui est absolument majeur et ça valait le coup de pouvoir en parler. Bref, en 20 minutes, on peut pas aborder 50 sujets. J'ai aussi fait le choix de pas aborder certains sujets, des polémiques notamment ou autres, qui peuvent être des sujets absolument majeurs, mais sur lesquels lui avait déjà beaucoup répondu lors de d'autres interviews, et donc je savais en fait qu'on n'allait pas pouvoir apporter quelque chose de nouveau ou de différent dans les questions et dans les réponses. Il y a aussi certains sujets comme ça que j'ai pas creusé, donc on s'est concentré comme ça principalement notamment sur les sujets du coup environnementaux et de pandémie, avec parfois quelques frustrations. J'aurais voulu relancer davantage, poser davantage de questions, par exemple sur les enjeux de sobriété qui sont assez essentiels, selon notamment le GIEC, ce qu'on indiquait sur les bandeaux qui s'affichaient à l'écran. Mais voilà, on a essayé de trouver un bon équilibre dessus, forcément imparfait parce que c'est 20 minutes, donc on peut pas aborder tous les sujets, même si on aimerait relancer, creuser à fond sur pas mal de sujets. Mais j'ai essayé donc de faire le mieux possible en une vingtaine de minutes sur ces thématiques-là, sachant que Bill Gates n'avait pas accès à mes questions avant l'interview, et c'est la même règle qu'on avait fixée pour les candidats à la présidentielle qui n'avaient pas accès aux questions avant de venir. Bref, quoi qu'il en soit, forcément grosse expérience sur
surtout que l'une des premières grosses interviews comme ça que j'ai eu l'occasion de faire en anglais, donc c'était quand même quelque chose de particulier. Après évidemment, le fait d'être franco-britannique peut aider quand même pour mener ce genre d'interview, mais voilà, ça c'était cette interview, et au passage je tiens à dire, hein, c'est forcément quelque chose qui fait parler parce que c'est une personnalité très connue, etc. Mais je tiens aussi à pas interviewer que des personnes connues, c'est-à-dire que sur Mashup par exemple, mon émission sur Twitch notamment, vous l'avez vu, hein, on a interviewé aussi beaucoup de chercheurs, beaucoup de journalistes spécialisés sur des sujets, des scientifiques, enfin des gens en tout genre. Typiquement, j'ai eu l'occasion de recevoir des personnes qui ont travaillé sur les derniers rapports du GIEC. Voilà, tout ça pour dire que on ne fait pas que des stars, que des gens connus, et ça me paraît essentiel de faire toutes sortes d'interviews et de reportages aussi qu'on va pousser dans les prochaines semaines. En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance sur tout ça ces derniers jours. Et pour découvrir donc l'interview face cachée de Bill Gates, je vous mets le lien directement en description. Alors dans l'actualité, il s'est passé énormément de choses cette semaine, mais avant de passer aux actualités en bref, je voulais qu'on se pose sur la situation en Ukraine, puisque ça fait 100 jours exactement que la guerre en Ukraine a commencé. Le 24 février, donc, le président russe Vladimir Poutine annonçait le début d'une opération spéciale en Ukraine, c'est comme ça qu'il l'avait nommé, mais c'était donc une invasion de l'Ukraine. Du coup, on va prendre le temps de faire le point sur où en est cette guerre et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, en commençant avec cette première question déjà. D'abord, militairement, quelle est la situation en Ukraine? Alors si on se penche sur la carte du pays, aujourd'hui, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien, c'est-à-dire principalement des régions à l'est et au sud. L'armée russe contrôle par exemple plus de 90% de la région de Louhansk, selon le ministère de la Défense britannique, mais aussi une partie du Donbass. Par ailleurs, depuis la mi-avril, c'est intéressant de noter que là où au début de l'invasion, la Russie était passée par plusieurs côtés, avait notamment tenté de s'attaquer à la capitale, Kiev, aujourd'hui, les combats se sont recentrés donc sur le sud et l'est, et donc les troupes russes qui étaient présentes aux abords de Kiev sont retirées donc pour se recentrer à l'est de l'Ukraine. Ensuite, il faut savoir que ce conflit a déjà fait énormément de victimes, tant du côté civil, donc les habitants, que militaires. Les Russes ne communiquent pas officiellement sur leur nombre de soldats tués. Officiellement, donc, il n'y avait que 1351 soldats tués le 25 mars, donc ça fait quand même longtemps, mais fin avril, le gouvernement britannique estimait plutôt les pertes russes à environ 15 000 hommes, et on ne connaît pas non plus le vrai chiffre officiel des soldats ukrainiens morts pendant ce conflit, mais là aussi, plusieurs chercheurs estiment que ce serait là aussi aux alentours de 15 000 à 20 000 morts. Il y a aussi de très nombreuses pertes civiles, donc des habitants, qui se compteraient cette fois-ci en dizaines de milliers selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais là aussi, c'est important de comprendre que c'est très dur, voire impossible en fait, d'avoir les chiffres exacts. Mais par ailleurs, en plus des victimes, il y a près de 6 millions d'Ukrainiens qui ont fait le choix de fuir le pays. C'était à 90% des femmes et des enfants. Il faut savoir que les hommes entre 18 et 60 ans ont interdiction aujourd'hui de quitter le territoire, sauf dans des cas précis, mais autrement ils ont interdiction puisqu'ils sont censés aller donc au combat et être potentiellement mobilisés. Et parmi ces réfugiés donc qui sont partis à l'étranger, certains commencent à revenir en Ukraine pour retrouver donc leurs proches, pour retrouver un travail, ou alors plus généralement en fait parce que certaines zones se sont stabilisées, il y a moins de conflits, donc on l'a dit, dans d'autres régions de l'Ukraine, et on estime qu'environ 2 millions d'Ukrainiens environ sont déjà revenus en Ukraine. C'est donc quand même un retour assez massif. Enfin, il faut savoir évidemment, mais c'est quand même important de le noter, que de très nombreuses infrastructures ont été détruites. Ça peut être des hôpitaux, des maternités, des écoles ou encore des routes. Alors maintenant qu'on a fait le point sur tout ça, quelles sont les issues, les solutions possibles pour ce conflit? Autrement dit, est-ce qu'on sait déjà si quelqu'un va gagner cette guerre? Il faut savoir que les Européens prennent de plus en plus de sanctions, principalement économiques, contre la Russie, et donc à terme cela pourrait peser sur l'économie de la Russie. Par ailleurs, il y a des livraisons d'armes importantes menées par les Occidentaux, donc il y a des pays européens, il y a surtout quand même visiblement aujourd'hui les Américains. Une livraison donc importante d'armes à l'Ukraine, ça pourrait donner un avantage aux Ukrainiens, mais en même temps il est encore trop tôt pour savoir si cet avantage sera décisif ou non. En fait, selon les chercheurs Jean-Pierre Molny et Carole Grimaud-Potier, le conflit se dirige vers une sorte de guerre d'usure, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire donc une guerre qui dure pendant longtemps, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour épuiser, disons, l'adversaire, et ensuite qui dure jusqu'à ce que l'un des deux pays craque et accepte donc de négocier un accord de paix avec la position telle qu'elle est. Mais pour le moment, le truc c'est que ni l'Ukraine ni la Russie ne semblent prêts à céder sur la situation actuelle, et selon l'ancien militaire et chercheur Vincent Desportes, je cite, à ce
stade, Vladimir Poutine n'a pas assez gagné de territoire pour pouvoir justifier un conflit d'une telle ampleur. De son côté, Volodymyr Zelensky doit regagner du terrain pour avoir matière à compromis. En gros, donc l'Ukraine veut reprendre le contrôle de son territoire avant de négocier un accord de paix, et la Russie veut faire plus que ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Autrement, ça sonnerait éventuellement comme un échec pour eux. Bref, selon l'Organisation des Nations Unies, cette guerre n'aura pas de vainqueur selon eux, et la paix est forcément nécessaire. Faudra donc voir comment est-ce qu'elle peut s'articuler. Bref, après 100 jours de guerre, on est très loin de la guerre éclair que une partie en tout cas des Russes espéraient, et donc en se saisissant rapidement de l'Ukraine, on voit bien finalement que c'est très loin d'être le cas. Et donc évidemment, on continuera à suivre tout ça dans les prochaines semaines. C'est un sujet absolument majeur. Et au passage, concernant la guerre en Ukraine, on a appris aujourd'hui la mort d'un Français justement au combat en Ukraine. C'est le ministère des Affaires étrangères qui l'a annoncé aujourd'hui. Ce jeune homme en fait avait rejoint la Légion internationale de défense ukrainienne. Donc c'était un volontaire qui était présent pour se battre aux côtés de l'armée ukrainienne contre la Russie. À noter que on estime à environ 150 le nombre de Français qui se battent directement en Ukraine contre les Russes. Allez, on poursuit avec les actualités en bref. D'abord, cette première information, le monde de l'e-sport était invité à l'Elysée, oui, pour rencontrer Emmanuel Macron. Alors, il y avait beaucoup de monde, notamment des streamers très présents sur Twitch comme Zerator ou encore Kamel, Kameto, qui étaient notamment présents. Il y avait aussi la journaliste notamment Laure Vallée, mais pas que, ils étaient assez nombreux. Alors, tout ça se fait à l'occasion de la Trackmania Cup, une compétition organisée justement par Zerator sur le jeu Trackmania. La compétition se tient à l'Accor Arena devant 15 000 personnes ce week-end, et visiblement c'est donc l'occasion pour Emmanuel Macron de réaffirmer son envie de développer les compétitions de jeux vidéo en France, et ce notamment à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Bref, c'était donc une rencontre assez inédite, voire insolite de voir ces deux univers comme ça réunis. En tout cas, ça montre bien à quel point l'e-sport prend de la place, et de mon côté en tout cas ça va suivre donc la Trackmania Cup ce week-end. Deuxième actualité, là aussi ce sera très rapide, mais c'est mon côté franco-britannique qui revient à chaque fois. Les célébrations du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, donc de ses 70 ans de règne, se poursuivent actuellement au Royaume-Uni. La famille royale britannique s'est retrouvée vendredi pour une messe, mais sans la reine, visiblement fatiguée par le premier jour des festivités. En revanche, une présence a été très remarquée, c'est celle du prince Harry et de son épouse Meghan, donc Meghan Markle. Il s'agit en fait de leur première apparition publique comme ça, en tout cas au Royaume-Uni, depuis leur départ pour la Californie il y a 2 ans. Un départ aux États-Unis qui avait été vivement critiqué au Royaume-Uni, y compris au sein d'une partie de la famille royale. Bref, les festivités se termineront dimanche avec une parade dans le centre de Londres et une interprétation de l'hymne britannique God Save the Queen par Ed Sheeran. Troisième actualité aux États-Unis, le président américain Joe Biden appelle le Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement aux États-Unis, à interdire la vente de fusils d'assaut. En gros, près de 10 jours après le massacre de 19 enfants et 2 enseignantes dans une tuerie dans une école au Texas, le président américain a détaillé plusieurs mesures qu'il voudrait mettre en place pour limiter la vente d'armes aux États-Unis. Et donc il souhaite notamment l'interdiction de la vente de fusils d'assaut qui sont des armes beaucoup plus dangereuses que par exemple des simples entre guillemets pistolets. Il dit, je cite, en avoir assez de ces fusillades qui endeuillent l'Amérique, des armes qui sont depuis 2020 la première cause de mortalité chez les moins de 19 ans, devant par exemple les accidents de la route. Le truc c'est que une telle mesure a relativement peu de chances d'aboutir, déjà parce que beaucoup d'Américains sont très attachés à la liberté de pouvoir posséder des armes. Ensuite, les républicains, donc le parti opposé à Joe Biden, est assez opposé à quelconque régulation. Et enfin, plus largement, le lobby des armes, et notamment cette organisation qui est la NRA, dont on a parlé il y a quelques jours, est très puissante aux États-Unis pour défendre le droit à porter des armes. Du coup, Joe Biden a, dans son discours, nuancé aussi sa demande en proposant au moins de relever l'âge minimum pour se procurer de telles armes, en passant de 18 à 21 ans. Alors il y avait un débat hier, c'était le suivant: faut-il rendre les cours de maths obligatoires au lycée pour les premières? Ça renvoie au débat qu'on a eu, pas au débat mais à l'actu qu'on a traité hier. Il faisait une large majorité à être favorable donc à cette obligation des cours de maths. Pour mieux comprendre tout ça, je vous renvoie donc aux actus du jour d'hier. Pas de débat aujourd'hui, mais du coup je vous invite à découvrir évidemment, si ce n'est pas encore le cas, l'interview de Bill Gates, l'interview intégrale disponible sur ma chaîne YouTube que je vous mets en description. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou des suggestions d'ailleurs d'invités qu'on pourrait avoir dans les prochains jours. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et on se dit à lundi pour le retour des actus.